les transports membranaires. Ici, nous allons reprendre en fait les 4 transports membranaires qu'il peut y avoir. Donc un premier transport, c'est un transport passif. La diffusion simple, c'est le moyen le plus facile de passer une membrane cellulaire. Donc ici sont représentés des phospholipides, donc avec une tête hydrophile qui plonge dans le milieu extracellulaire, donc l'extérieur, et des queues hydrophobes qui sont donc la barrière de la bicouche lipidique. Donc une membrane cellulaire est faite de 2 couches, une bicouche lipidique, phospholipidique. Donc ceux-ci sont des phospholipides. Ils sont mis tête bêche, donc la tête vers l'extérieur, le cytoplasme ou le milieu extracellulaire qui sont des milieux aqueux. Et l'intérieur est aussi aqueux, et donc la barrière hydrophobe est une barrière. Donc, on dit qu'elle est semi-perméable, c'est-à-dire que beaucoup de choses ne passent pas, mais certaines choses passent. Donc, parmi ce qui passe, tout simplement à travers les phospholipides qui ne sont pas arrêtés, ce sont des petites molécules non polaires, plutôt hydrophobes. Alors les grands exemples, c'est le dioxygène ou le dioxyde de carbone. Donc le dioxygène est représenté en grand ici à l'extérieur, parce qu'il va plutôt avoir tendance à rentrer dans les cellules où il est consommé. Donc ici on va l'utiliser dans la mitochondrie pour brûler le glucose et en faire du CO2. Et donc on a toujours un manque d'oxygène à l'intérieur, et donc dessiné en grand, c'est pour dire qu'il est plus concentré et il va vers le milieu où il est moins concentré. Et comme il est consommé, on ne va jamais atteindre l'équilibre, mais imaginons que la cellule meurt et ne brûle plus de glucose, on va vraiment équilibrer la concentration en oxygène. Alors dans la cellule est produit du CO2 lorsqu'on brûle le glucose, et donc le CO2 aura plutôt tendance à être plus concentré dans la cellule, et tant qu'on respirera et éliminera le CO2 par la respiration, on aura moins concentré dans le sang jusqu'à l'élimination. Donc le CO2 va plutôt avoir tendance à sortir, l'oxygène à rentrer, mais c'est le même transport. Ça s'appelle une diffusion, parce qu'on va toujours du milieu plus concentré vers le moins concentré. Donc on va jusqu'à l'équilibre. On ne va pas plus loin. On ne va pas accumuler, on va vraiment aller jusqu'à ce qu'il y ait équilibre, mais si c'est toujours consommé, on n'atteindra pas. Et c'est un transport qu'on appelle passif. Il n'y a pas de consommation d'énergie, ça se fait tout seul. Ça, c'est le premier transport, la diffusion simple, un transport passif. Le deuxième transport, est toujours une diffusion, c'est toujours un transport passif, mais cette fois-ci, ça va concerner des molécules un peu plus grosses, qui normalement ne passeraient pas la membrane de la bicouche phospholipidique. Donc, c'est des molécules qui n'aiment pas les graisses. Donc, c'est ce qu'on appelle des molécules hydrophiles, parce que quand on aime l'eau, on n'aime pas les graisses. Donc, quand on aime l'eau, on n'aime pas les graisses. Et ce sont des molécules qu'on verra en chimie, qu'on appelle les molécules polaires, comme le glucose, l'eau, ou chargées carrément. Donc ça, c'est encore plus que polaire. Donc des molécules qui ont des charges. Les ions, les sels minéraux, les acides aminés aussi sont chargés. Les nucléotides ont des endroits qui sont chargés aussi. Donc ça, c'est des molécules qui sont très solubles dans l'eau. Donc on ne les verra pas, elles sont bien dissoutes, mais elles ne peuvent pas traverser les graisses, elles ne peuvent pas se solubiliser dans les graisses, donc elles ne vont pas pouvoir passer à travers. Donc elles vont aussi s'équilibrer, donc on va avoir beaucoup de sucre à l'extérieur et les consommer à l'intérieur, ça va pouvoir rentrer, mais il faut que ça passe par une sorte de petite paille, une protéine canal. Donc les protéines canal vont être dans la membrane, donc quand on regarde une membrane, elle est faite de phospholipides et d'énormément de grosses boules, qui ressemblent un peu à des barbes à papa, mais certaines de ces boules sont creusées, on appelle ça des canaux. Et donc chaque canal va être spécifique à une seule chose. Donc si ceci est un canal pour le glucose, représenté comme un hexagone, celui-ci est un canal pour l'eau, des petits Mickey, donc oxygène et 2 petits hydrogènes. Donc ça ne va jamais laisser passer autre chose. Alors maintenant, c'est de la diffusion. Donc on va de nouveau du milieu plus concentré vers le milieu moins concentré. On ne va pas accumuler, on va aller jusqu'à l'équilibre. Donc on voit ici que l'eau est bien équilibrée des 2 côtés, ça rentre et ça sort de la même façon. Pour les molécules qu'on utilise, dont on fait des grosses molécules avec le glucose, avec les nucléotides, on va faire de l'ADN. Les molécules qu'on utilise vont plutôt avoir tendance à nourrir les cellules, à rentrer plus souvent à l'intérieur. Alors ici, cette représentation-ci, c'est un nucléotide, donc c'est le nutriment qui vient de l'ADN. Donc si on a mangé des cellules, on a mangé de l'ADN, et en les découpant en petits morceaux, les petits morceaux ici, les petites punaises, on a des nucléotides. Ceci représente un glucose, C6H12 aussi, donc représenté par un hexagone. Et les triangles, les carrés, les ronds, c'est des acides aminés. Donc ce qui va nous permettre à faire des protéines dans la cellule, donc ils vont aussi être consommés. Et des nucléotides vont nous permettre de faire de l'ADN
et de l'ARN. Les sels minéraux vont plutôt équilibrer et permettre certaines contractions, des choses comme ça. Et le sucre, soit va permettre de faire des polysaccharides, mais c'est plutôt rare, il va plutôt être brûlé pour donner de l'énergie. Et donc l'eau, elle s'équilibre aussi. Alors quand on parle de la diffusion facilitée concernant l'eau, ça porte le nom particulier de l'osmose. Donc l'osmose est une diffusion facilitée. Mais toutes les diffusions facilitées ne sont pas de l'osmose, c'est uniquement quand ça concerne l'eau. Donc ça, c'est le deuxième transport passif. Donc de nouveau, on va du plus concentré vers le moins concentré, comme le premier. Le transport suivant va concerner des accumulations. Donc c'est plus un transport passif. Donc le troisième transport n'est pas un transport passif, c'est un transport actif. Donc la différence, le passif, ça n'avait pas besoin d'énergie. L'actif, il va consommer de l'énergie. Et l'énergie de la cellule, c'est l'ATP. Donc l'ATP, adénosine triphosphate, c'est la molécule énergétique. Et donc quand on utilise cette énergie, donc par exemple la pompe ici, donc cette protéine-ci va être une protéine qui consomme de l'énergie et qui va accumuler, qu'on appelle une pompe. Donc elle va accumuler et donc consommer de l'énergie. L'ATP consommé, ça devient de l'ADP. Donc les 3 phosphates deviennent 2 phosphates avec un phosphate ressorti. Et donc, on a ici une petite concentration, par exemple en ion H+, et on a déjà une grande concentration à l'intérieur et on continue à faire rentrer. Donc on fait vraiment une accumulation. On part du milieu, il y en a le moins, donc des petits H, et on va vers celui qui est déjà plus concentré, il y en a déjà beaucoup et on continue à accumuler. Donc c'est ça une accumulation, c'est plus une diffusion où on va que jusqu'à l'équilibre, ici on va vraiment aller vers une accumulation. Donc c'est comme une pompe qui pompe de l'eau dans un canal supérieur, ça demande de l'énergie. Alors quand une cellule s'amuse à faire ça, ça doit servir, elle ne va pas gaspiller de l'énergie. Donc on a un organisme assez économe en énergie, on essaie de ne pas gaspiller. Un des transports va concerner les protons, les H+, qui sont de l'acidité en fait. Donc si on accumule de l'acidité, on va pouvoir acidifier un compartiment. Et le compartiment de la cellule qui doit être acide, c'est le lysosome, l'estomac de la cellule, pour aider à la dégradation des différentes choses à digérer dans les lysosomes. Alors d'autres accumulations vont concerner le sodium et le potassium dans les neurones. Dans les neurones, la pompe à sodium-potassium, donc on aurait dû l'écrire dans l'autre sens, la pompe à sodium-potassium va accumuler les sodiums à l'extérieur et le potassium à l'intérieur. Ça va permettre à un certain moment d'ouvrir des canaux qui vont permettre de faire passer l'influx nerveux dans les neurones. Donc c'est les deux grands transports actifs qui dépensent assez bien d'énergie, surtout dans les neurones. Ça prend vraiment une grande quantité d'énergie journalière. Donc les transports actifs se font par une pompe, il y a une consommation d'ATP par cette pompe et une accumulation. Donc on a des choses qui sont déjà plus concentrées et on continue à accumuler. Un dernier transport complètement différent, c'est le transport par endocytose. Donc ici on avait des choses qui passaient du milieu extracellulaire vers le cytoplasme et c'est directement accessible à la cellule. Le transport par endocytose va prendre plus de temps. Donc si jamais on a des grosses particules, donc qui ne savent pas passer par un canal, qui ne savent pas passer à travers la membrane, et qui ne vont pas être accumulées, par exemple des lipoprotéines. Donc ce sont des grosses protéines qui contiennent pas mal de lipides, et ils vont être détectés par des récepteurs. Donc il y a dans la membrane des protéines, encore des barbes à papa, mais ce n'est pas des pailles ici, c'est une sorte de parabole. Ils vont détecter, par exemple, ces lipides dans une protéine. Alors ce transport va aussi consommer de l'énergie, on ne va pas le faire pour rien. Et on va le regarder en détail. Donc ça se passe en plusieurs étapes. Donc la première chose, c'est notre petit récepteur en surface qui a détecté sa lipoprotéine. Et bien, quand le récepteur a capté son ligand, enfin sa lipoprotéine, donc quand il y a eu reconnaissance, il y a une vésicule d'endocytose qui se forme. Donc une vésicule d'endocytose, c'est un creusement de la membrane, ça s'appelle une invagination, on forme une sorte de creux, et donc le récepteur avec son ligand est à l'intérieur. La petite boule qu'on forme ici, c'est une vésicule d'endocytose. Donc quand ça rentre dans la cellule, ça s'appelle une vésicule d'endocytose. Le récepteur, la sorte de parabole, et le ligand, ça peut être une lipoprotéine, mais il y a d'autres choses. Voilà, alors cette vésicule d'endocytose, c'est une bulle faite de membrane, la même membrane qu'à l'extérieur, et elle peut se diviser en deux bulles. En fait, une partie de la vésicule va reprendre les récepteurs et on va avoir un recyclage. Et cette vésicule qui ressort est une vésicule qui va vers l'extérieur, donc une vésicule d'exocytose.
Voilà. Et la vésicule qui reste ici, ça va s'appeler un endosome maintenant. Alors cet endosome va fusionner avec un autre petit compartiment qui est déjà dans la cellule en permanence, qui est rempli d'enzymes. Donc les petites bestioles ici à l'intérieur sont les enzymes, et le compartiment qui contient des enzymes de digestion, c'est le lysosome. Donc l'endosome, la partie de la vésicule d'endocytose ici, va fusionner avec le lysosome. Donc on va avoir, comme on a eu une vésicule qui en a donné deux, maintenant on en a deux qui en redonnent une. Donc vraiment les compartiments se reforment. Et donc quand les lysosomes sont en présence avec la grosse particule à digérer, ils agissent. Donc les enzymes ici digèrent les gros morceaux, et donc les tout petits morceaux peuvent enfin atteindre le cytoplasme. Et donc on peut considérer que les nutriments, les morceaux de ce qui était dans la lipoprotéine, sont enfin accessibles pour la cellule. Donc tant qu'ils sont dans une bulle, on ne peut pas dire vraiment qu'ils sont rentrés, mais à partir du moment où ils sont suffisamment digérés, ils peuvent rentrer. Alors ici on parle de lipoprotéines captées par des récepteurs, mais on a aussi des bactéries qui peuvent être mangées par les macrophages, qui peuvent subir ce même sort. Donc les différentes étapes ici sont détaillées en français, mais voilà l'histoire. Donc ça, ce sont les 4 transports membranaires.